l'angine de poitrine. Tout le monde connaît quelqu'un qui fait de l'angine de poitrine, et vous aussi, vous en connaissez probablement un. Et pour cause, c'est la 3e maladie chronique en France et plus de 10% des plus de 65 ans en souffrent. Donc si vous connaissez 10 retraités, il y a de fortes chances pour qu'au moins l'un d'entre eux souffre de ce qu'on appelle en langage médical l'angor stable. Je rêve ou tu me regardes en parlant de retraités? Et si vous ne connaissez pas du tout de retraités et que vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, ça tombe bien, on y vient. L'angine de poitrine est l'autre nom d'une pathologie cardiaque, l'angor stable. Alors, rien à voir avec l'angine infectieuse dont on a déjà parlé sur la chaîne, ici, le problème est purement mécanique. L'angor stable survient quand le débit dans les artères qui alimentent le cœur n'est pas suffisant. Au repos, tout va bien, mais dès qu'on fait un effort, le cœur a besoin de plus d'oxygène et les artères ne sont pas capables de le lui fournir. Avant toute chose, revoyons ensemble comment est constitué un cœur. C'est un organe creux tapissé de muscles striés qui vont se contracter tous ensemble pour faire battre le cœur et circuler le sang. On a 4 cavités qui sont reliées 2 à 2, cœur droit et cœur gauche. Les cœurs droit et gauche sont divisés chacun en oreillettes et ventricules qui communiquent entre eux par un petit passage partiellement fermé par une valve qui fait office de porte. Dans le corps, le sang ne circule que dans un seul sens. En partant de l'oreillette gauche, le sang est expulsé vers le ventricule gauche qui va avoir la force nécessaire pour l'envoyer dans tous les organes via l'artère aorte. Depuis les organes, le sang revient par les veines dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit qui le chasse vers les poumons. Ici, il se recharge en oxygène, puis revient dans l'oreillette gauche pour un nouveau tour de manège. Le cœur étant un organe comme les autres, il a aussi besoin d'artères qui lui apportent tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Ces artères sont appelées les artères coronaires. Elles vont naître au niveau de la base de l'aorte et partir directement tapisser la surface du cœur pour aller l'irriguer en sang. On distingue principalement 3 artères coronaires. Une devant entre les 2 ventricules, l'interventriculaire antérieure, une autre qui s'occupe du cœur gauche et passe entre l'oreillette et le ventricule gauche, l'artère circonflexe, et une dernière qui passe entre l'oreillette et le ventricule droit pour vasculariser le cœur droit et la partie arrière du cœur, la coronaire droite. Normalement, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes et l'aorte éjecte le sang dans les artères coronaires pour alimenter le cœur afin qu'il puisse battre. Chez les personnes atteintes d'angor, au repos, tout cela marche parfaitement bien. Mais dès qu'elles vont faire un effort physique, parfois même très modéré, tout va dérailler. À l'état normal, une artère n'est pas du tout un tuyau fixe. Elle est capable de se dilater et de se contracter en fonction des besoins. C'est pour ça que quand on est dehors en plein hiver, les vaisseaux sanguins vont se constricter afin d'éviter de perdre de la chaleur. Cela explique qu'on ait les doigts et toutes les extrémités blanches, voire bleues quand on reste dehors en hiver. D'un autre côté, quand on fait du sport, les muscles ont besoin de plus d'oxygène, donc de plus de débit sanguin. Les vaisseaux vont alors se dilater pour permettre d'augmenter les échanges entre le sang et le muscle. C'est pour ça que quand on fait du sport, on est tout rouge. Dans les artères coronaires, c'est exactement la même chose. Elles doivent se dilater pour amener plus d'oxygène au cœur qui le réclame, sauf que là, elles peuvent pas. Cela peut être pour plusieurs raisons, et dans l'immense majorité des cas, c'est parce que l'artère est bouchée par une plaque d'athérome. C'est une plaque qui est constituée avant tout de lipides, de graisse. Et cette graisse va s'inflammer et se durcir en se fibrosant au cours du temps et c'est ce qui va boucher l'artère. Au repos, ce n'est pas forcément grave puisque la plaque ne bouche pas complètement l'artère. Donc il y a assez de réserve pour amener suffisamment d'oxygène au cœur. Mais quand on passe à l'effort, les besoins augmentent et là, l'artère ne peut plus suivre car elle ne peut pas se dilater suffisamment. On a donc des cellules musculaires en manque d'oxygène et une cellule musculaire qui n'a pas assez d'oxygène, elle nécrose. Et c'est ça qui fait mal. Alors rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous faites de l'angor stable que votre cœur se nécrose à chaque fois que vous vous levez du canapé, mais cela peut très bien arriver dans une autre pathologie cardiaque
l'infarctus cardiaque ou infarctus du myocarde. La douleur typique de l'angine de poitrine est la même que l'infarctus du myocarde. C'est une douleur en barre à l'arrière du sternum, dans toute la poitrine, qui enserre comme un étau et qui oppresse. Elle peut irradier dans les épaules, dans le bras, le poignet, la mâchoire et parfois même dans le dos. Son intensité est très variable, de la simple gêne thoracique à la douleur absolument insupportable. Elle est généralement associée à une angoisse importante. D'ailleurs, c'est de là que vient le terme d'angor. C'était un mot latin qui signifiait oppression thoracique, puis qui a été repris au Moyen-Âge au sens d'angoisse. Cette douleur survient seulement et uniquement à l'effort. Et c'est un point très important parce qu'une douleur de ce type qui survient au repos doit faire filer directement aux urgences pour éliminer un infarctus du myocarde qui, je le rappelle, peut être mortel. Et dernier point, la douleur cesse quand on arrête l'effort. Cela s'explique très simplement, les muscles au repos, quand on arrête l'effort, ont besoin de moins d'oxygène, oxygène que l'artère est alors en mesure de leur fournir. L'angor stable doit absolument être diagnostiqué par un médecin. C'est rarement une urgence, mais c'est quand même le signe que les artères sont déjà bien attaquées. En effet, les premiers symptômes sont ressentis quand les artères sont déjà bouchées à plus de 50%. Il faut donc agir assez rapidement. Comme toujours, le médecin généraliste pratiquera un examen clinique, mais ce n'est pas suffisant. L'angor stable fait partie des maladies où le recours à un spécialiste est indispensable, et ici, il s'agira d'un cardiologue. Néanmoins, l'étape du médecin généraliste est indispensable également, car c'est lui qui va soupçonner le diagnostic, prescrire les premiers examens complémentaires, orienter vers le cardiologue et surtout qui va dépister les facteurs de risque sur lesquels on va pouvoir agir dans le traitement. Les premiers examens prescrits par le médecin généraliste seront en premier lieu un électrocardiogramme ou ECG qui va déterminer comment fonctionne le cœur électriquement au repos, puis une échocardiographie, une échographie du cœur pour regarder sa morphologie, son fonctionnement au repos. On y adjoint également une prise de sang dans laquelle on va dépister les facteurs de risque et regarder l'état du muscle cardiaque actuel. Après cela, le cardiologue fait son marché dans la très longue liste d'examens complémentaires. De manière succincte, les épreuves d'effort consistent à vous faire pédaler sur un vélo d'appartement en enregistrant l'activité électrique du cœur par électrocardiogramme ou la morphologie et le fonctionnement du cœur par échographie, voire les deux en même temps. Dans les cas les plus complexes ou quand on est presque sûr de réaliser une intervention, on peut pratiquer une coronarographie. Le principe est simple, on fait une radio du cœur en injectant un produit de contraste dans les artères coronaires. Pour ce faire, on pique au niveau de l'artère radiale et on remonte un petit tuyau jusqu'à la base de l'aorte où naissent les artères coronaires. Et là, on injecte un produit de contraste iodé, puis on fait la radio. Cela reste un examen invasif, donc il n'est pas du tout recommandé systématiquement. Bien, on a posé le diagnostic puisqu'on a vu qu'il y avait des artères coronaires bouchées, mais ça ne règle pas le problème de la douleur. Le traitement de la crise douloureuse, c'est déjà d'arrêter l'effort. On l'a vu, l'angor d'effort cède quand on est au repos. Donc première chose à faire, arrêter de marcher ou de courir. Deuxièmement, il existe également un traitement très efficace, la trinitrine. Cela se présente sous forme de comprimés à croquer ou à sucer ou sous forme de spray pour une absorption plus rapide. Ce médicament va être très efficace sur la douleur et on peut également le prendre en préventif avant l'effort. Et c'est plutôt utile quand l'effort en question est un rapport sexuel. Alors vous allez me dire, avoir mal quand on fait du sport, c'est pas forcément dramatique si on n'aime pas ça de toute façon. Et je vous répondrai, eh bien si, en fait. Le problème, c'est que l'angor d'effort est la manifestation d'un encrassement général des artères par des plaques d'athérome. Et s'il y a des plaques d'athérome sur les artères coronaires au niveau du cœur, c'est qu'il y en a très probablement ailleurs. Et ces plaques peuvent se rompre. Le problème, c'est qu'une plaque d'athérome qui se rompt va migrer dans des vaisseaux plus petits. Et là, si c'est au niveau du cœur, vous faites un infarctus du myocarde. Potentiellement mortel. Si c'est dans le cerveau, vous faites un AVC. Potentiellement mortel. Et si c'est dans la jambe, vous faites une ischémie aiguë de membre. Et potentiellement, on ampute la jambe. Donc oui, c'est un problème à étudier sérieusement et des symptômes à ne pas prendre à la légère.
pas tant pour la maladie en elle-même, mais plutôt pour ce qu'elle révèle sur l'état actuel du corps. Voilà, maintenant qu'on vous a bien fait peur, il est temps de se poser la question du traitement de fond. Il sera instauré par le cardiologue, très souvent renouvelé par le médecin généraliste, et il comprend plusieurs médicaments qu'il faudra prendre tous les jours à vie. Le premier médicament indispensable, ce sont les bêta-bloquants, propranolol, athénolol, bisoprolol, etc. Ces médicaments vont à la fois diminuer la fréquence cardiaque et diminuer la pression artérielle. Cela va permettre au cœur d'avoir moins de besoin en oxygène, principalement à l'effort. Attention cependant, les bêta-bloquants sont contre-indiqués en cas d'asthme car ils peuvent aggraver la crise par un effet de constriction des bronches. Ensuite, on prescrit généralement de l'aspirine. Ah, ça j'en préconisais aussi. Votre aspirine moderne est en fait de l'acide acétylsalicylique, un dérivé synthétique de l'acide salicylique, qu'on retrouve à l'état naturel dans l'écorce du saule. J'en conseillais beaucoup aux femmes qui accouchaient pour réduire les douleurs, ça marchait pas mal. Et j'imagine que tu n'étais pas du tout au courant que l'aspirine, avant d'avoir un effet antalgique, ça a surtout pour propriété de fluidifier le sang et de favoriser les saignements. Ah, mais c'est pour ça qu'elle mourait en couche d'hémorragie cataclysmique. En effet, l'aspirine est encore de nos jours utilisée comme un antalgique et à tort, il vaut mieux lui préférer le paracétamol qui a moins d'effets secondaires. Mais dans notre cas, ce sont bien les propriétés fluidifiantes de l'aspirine qui nous intéressent. Cela va diminuer la part de la coagulation dans la plaque d'athérome et va donc éviter qu'elle se détache pour provoquer un AVC ou un infarctus. Aspirine et bêta-bloquants sont systématiques pour tous les patients atteints d'angor d'effort. Après cela, on peut également prescrire d'autres molécules, comme un inhibiteur calcique, par exemple l'amlodipine, qui va diminuer la pression cardiaque et la force de contraction du cœur. Il y a également beaucoup d'autres médicaments généralement prescrits par les cardiologues. La dernière option, c'est d'aller directement mettre les mains dans le cambouis. On peut opérer des artères coronaires pour les réouvrir, les déboucher et les garder bien ouvertes. Mais c'est une technique qu'on utilise assez rarement pour l'angor stable. Quand on a des symptômes très importants malgré un traitement médicamenteux optimal ou quand on trouve sur l'échographie des lésions très importantes et qui menacent de se rompre et de provoquer un infarctus ou un AVC, dans ces cas-là, il y a une indication à la revascularisation. Il existe deux techniques de revascularisation. La première utilise la technique de coronarographie dont on a parlé tout à l'heure. On pique au niveau de l'artère radiale, puis on monte une sonde avec un ballonnet que l'on remonte jusqu'au niveau de la plaque coronarienne. Puis on le gonfle et on écrabouille la plaque d'athérome contre les parois en dilatant l'artère. Ah oui, les cardiologues sont des sauvages. Et encore, on vous a pas parlé des chirurgiens orthopédistes. Après avoir débouché la coronaire, on dispose un petit stent, une espèce de ressort, au niveau de là où était la plaque pour l'empêcher de se reformer. Puis on renouvelle l'opération autant de fois que nécessaire sur les plaques qui sont symptomatiques, donc qui font mal, ou celles qui menacent de se rompre. La deuxième option est de moins en moins utilisée de nos jours grâce aux énormes progrès réalisés en coronarographie au cours des dernières années. Il s'agit de la technique de pontage. En gros, puisque l'artère est bouchée, on va court-circuiter l'obstacle en passant à côté. On va implanter une petite veine qu'on aura prélevée généralement sur la jambe du patient en amont et en aval de l'obstacle. Ainsi, le sang ne passera plus par l'artère mais va détourner l'obstacle pour passer par la veine avant de retrouver l'artère en aval du caillot. Wow, t'as pas l'impression d'avoir oublié le plus important là? Allez, vas-y, qu'est-ce que j'ai encore oublié selon le grand Hippocrate? Le terrain! Mais le terrain, bon sang! Je me tue à le dire depuis toujours. Il y a des solutions plus simples que de manger des cachetons pour éviter les complications. Et l'activité physique. Et l'alimentation. L'alimentation, non Zeus. Je me suis pas fait chier à en écrire un livre entier pour que ça passe à la trappe. Ah, la prise en charge des facteurs de risque. Eh bien patience mon ami, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique mais ne remplacent en aucun cas une consultation. Et pour cette vidéo en particulier, si vous présentez les symptômes décrits ici, consultez rapidement votre médecin traitant dans tous les cas. Et si les symptômes persistent malgré l'arrêt de l'effort, appelez directement le centre 15 ou rendez-vous aux urgences.
Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. À plus!